Il désirait seulement un matin tranquille et une tasse de café fumant. À 92 ans, François Valois ne cherchait pas d'histoire. Ce sont les histoires qui l'ont trouvé. 5 motards, bruyants et arrogants, n'ont vu qu'un vieil homme. Ce qu'ils n'ont pas discerné, c'est un soldat qui avait survécu à la guerre, à la perte et à des peurs bien plus grandes que les leurs. Quand ils l'ont poussé à bout, François a passé un coup de fil. Et à cet instant, tout a basculé. Ce qui suivit allait faire jaser la ville pendant des années. Le soleil matinal étendait de longues ombres sur le pavé fissuré devant chez Marthe, l'arôme des viennoiseries fraîches flottant dans l'air. François Valois, vêtu de son vieux blouson d'aviateur et de sa casquette d'ancien combattant, gara sa camionnette poussiéreuse et descendit lentement. Ses genoux le lançaient, mais il se tenait droit. Il était à mi-chemin de la porte d'entrée lorsque le vrombissement des motos déchira le calme. 5 types débarquèrent, les moteurs grondant comme des bêtes sauvages. Ils se garèrent en une ligne désordonnée, bloquant l'accès. François ne broncha pas. Il avait entendu pire sous le feu de l'artillerie. Au moment où il tendait la main vers la poignée, l'un d'eux s'interposa. « Regardez-moi ce fossile !» ricana Zach, le faucheur courtois. « Tu ne devrais pas être en maison de retraite ?» François croisa son regard, les yeux stables. « Et toi, tu ne devrais pas être à l'école pour apprendre les bonnes manières ?» Les motards éclatèrent de rire, se rapprochant. L'un d'eux arracha le téléphone de la main de François et le brandit comme un trophée. « Tu vas faire quoi, papy? Appeler pour la soirée loto ?» François ne s'y même pas. « J'allais appeler quelqu'un qui respecte vraiment le service et le sacrifice. » Ils rirent de plus belle jusqu'à ce que l'expression de François reste inchangée. Il se tenait là, calme, confiant. Et puis, il a passé cet appel. Si ce moment a déjà éveillé quelque chose en vous, imaginez la suite. Abonnez-vous et activez la cloche, car ce sont des histoires que personne ne raconte, mais que tout le monde a besoin d'entendre. Rejoignez quelque chose de plus grand. Ne manquez pas le prochain chapitre. Ce n'est pas juste du contenu, c'est de la mémoire, un héritage et la vérité. François-Denis Valois était né en 1932, dans une petite ville nichée entre des collines verdoyantes et des terres agricoles à perte de vue. Son enfance fut marquée par les privations de l'après-guerre, où il apprit que la dignité ne tenait pas à ce que l'on possédait, mais à la manière dont on se tenait quand on n'avait rien. À 17 ans, il mentit sur son âge pour s'engager. À 18, il crapahutait dans les ruines d'une Europe en reconstruction, puis plus tard sur les terres gelées de Corée, au sein du bataillon français. François avait vu des choses qui résonnaient encore dans son sommeil, des camarades tombant au front, des visages hurlant puis s'effaçant. Mais il ne parlait jamais de ces choses, pas à sa femme, décédée 10 ans plus tôt, pas à son petit-fils, Étienne, qu'il avait toujours admiré comme un héros. Les histoires de François étaient discrètes. Elles parlaient de résilience, de fraternité et de la joie simple de rentrer chez soi. Aujourd'hui, à 92 ans, il vivait seul dans la modeste maison qu'il avait bâtie de ses propres mains. Chaque matin, il suivait le même rituel, se rendre chez Marthe, lire le journal, siroter un café noir et discuter avec Marthe comme il le faisait depuis des décennies. C'était son moment à lui, son havre de normalité dans un monde qui avait changé trop vite autour de lui. Pour les gens du coin, François n'était que le vieil homme silencieux, au regard vif et à la démarche raide. Mais pour ceux qui écoutaient attentivement, il y avait quelque chose sous ce silence, le rythme constant d'un homme qui avait regardé la mort en face et en était revenu avec grâce. Étienne, désormais policier, rendait souvent visite à son grand-père après son service, cherchant plus des conseils qu'une simple conversation. François offrait rarement des réponses directes. Au lieu de cela, il tendait à Étienne de petits fragments de mémoire enrobés dans des phrases comme « Le respect ne se demande pas, il se mérite » ou « Nul besoin de faire du bruit pour être fort ». C'était un homme oublié par le vacarme du monde moderne, mais jamais diminué par lui. François ne demandait pas la reconnaissance, il demandait seulement la paix. Mais ce jour-là, devant chez Marthe, la paix ne fut pas au rendez-vous. François n'avait jamais rêvé de gloire ou de fortune. Ce qu'il désirait, plus que tout, c'était de vieillir avec dignité. Après tout ce qu'il avait enduré, cela ne semblait pas trop demander. Une vie paisible, une boisson chaude,
une bonne conversation. Voilà sa définition du bonheur. Il trouvait du réconfort dans la routine. Chaque matin, le même trajet vers la ville, la même table dans le coin chez Marthe, le même « Bonjour, monsieur Valois » de la serveuse qui se souvenait toujours de la cuisson de ses œufs. Ce n'était pas grandiose, mais c'était à lui. Ce petit café était devenu son point d'ancrage. Un endroit où l'on connaissait son nom, où il pouvait sourire au bébé dans les poussettes et échanger des regards entendus avec les autres habitués. De temps à autre, un homme plus jeune l'interrogeait sur sa casquette et les médailles qui y étaient épinglées. François hochait la tête, offrait une réponse brève et ramenait la conversation sur le football ou la météo. Il ne voulait pas la gloire, il voulait le respect, non pour les batailles gagnées, mais pour y avoir survécu. Le point culminant de sa semaine était la visite d'Étienne pendant sa pause déjeuner. Parfois, il restait assis en silence. D'autres fois, il riait des histoires qu'Étienne rapportait du commissariat. François voyait en son petit-fils un reflet du courage et du cœur qu'il avait autrefois porté au combat. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de plus profond. François voulait être vu, pas seulement comme une relique d'une autre époque, mais comme un homme toujours debout, toujours digne d'être écouté. Ainsi, lorsqu'il enfilait chaque jour ce blouson d'aviateur et cette casquette, ce n'était pas seulement par habitude. C'était un rappel, à lui-même et au monde, qu'il avait traversé des tempêtes, qu'il avait mérité sa paix. Il n'aurait jamais imaginé qu'un geste aussi simple qu'entrer dans son café préféré remettrait en question tout ce qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Que 5 inconnus, aux motos bruyantes et aux égos encore plus sonores, tenteraient de le dépouiller de la seule chose pour laquelle il s'était battu toute sa vie, sa dignité. Et ce matin-là, en posant le pied sur le trottoir devant chez Marthe, il était sur le point d'apprendre à quel point la paix pouvait être fragile et à quelle vitesse elle pouvait être anéantie. Au moment où Zach Courtois fit tomber le téléphone de la main de François, l'atmosphère changea. L'écran se brisa en glissant sur le béton, tournoyant jusqu'à s'immobiliser sous le banc à l'extérieur du café. Les motards hurlèrent de rire, mais François ne se pencha pas pour le ramasser. Il redressa sa casquette. Zach s'approcha, un large sourire aux lèvres. « Qu'est-ce qui t'arrive, le vieux? T'as oublié comment te défendre ?» François ne dit rien. Son silence ne fit qu'attiser leur moquerie. Didier, Tank, Martin, fit craquer ses phalanges et s'avança. « Je parie qu'il s'est pissé dessus » aboya-t-il, provoquant d'autres rires. Les mains de François se crispèrent le long de son corps, mais il ne les leva pas. Il n'en avait pas besoin. La discipline inculquée à la guerre lui disait que ce n'était pas le moment. Pas encore. À l'intérieur du café, Marthe s'agrippa au comptoir, les yeux écarquillés de peur. Elle connaissait François. Elle savait ce qu'il avait traversé. Elle savait aussi qu'il n'attirerait jamais l'attention sur lui, à moins que quelque chose n'aille vraiment mal. « Laissez-le tranquille !» cria-t-elle à travers la vitre, mais ils l'ignorèrent. Zach pointa un doigt sur la poitrine de François. « Dis-moi, le héros, t'as vraiment déjà tiré sur quelqu'un? Ou ces médailles? C'est juste pour la déco ?» François prit une profonde inspiration. Il voulait passer outre, juste prendre son café et oublier ce moment. Mais lorsqu'il tenta de les contourner, Tank le bloqua. « Tu ne vas nulle part !» gronda Tank. « Pas avant de nous montrer un peu de respect. » L'ironie serra le cœur de François. Le respect. Ce mot résonnait dans son esprit. Il n'en voulait pas. Il voulait la soumission. Et à cet instant, François ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Pas de la peur, pas exactement, mais quelque chose de proche. Une frustration profonde, glaciale, celle qui vous pénètre jusqu'aux os quand vous réalisez que le monde ne vous voit plus. Il regarda la porte du café. Marthe, les gens qui observaient derrière leur téléphone et les fenêtres. Et pour la première fois depuis des années, François Valois se sentit petit, pas à cause de son corps, mais à cause de la façon dont il riait de tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Il ne voyait pas un ancien combattant, il voyait un vieil homme frêle, et à leurs yeux, il ne comptait pas. Ce soir-là, François était assis seul dans sa cuisine, le téléphone fissuré à côté d'une tasse de café froid, intacte. La lumière du plafonnier grésillait faiblement.
projetant de longues ombres sur le sol. Il n'avait pas parlé depuis son retour à la maison, ni à Étienne, ni à Marthe, ni même à lui-même. Le silence l'enveloppait comme une chape humide. Il avait affronté les balles, les bombes et les hivers rigoureux en Corée, mais rien ne l'avait transpercé autant que le rire de ces hommes. Ce n'était pas l'intimidation physique qui piquait, c'était la moquerie de tout ce pourquoi il avait donné sa vie. Pendant des décennies, François avait vécu avec des fantômes, des camarades perdus en terre étrangère, des souvenirs enfouis profondément dans le silence. Mais ces fantômes l'avaient toujours respecté. Ces hommes, aussi brisés par la guerre fussent-ils, comprenaient la loyauté, l'honneur, la fraternité. Aujourd'hui, 5 inconnus avaient tout réduit à une plaisanterie. Il prit le téléphone, passant ses doigts sur les fissures. L'appareil fonctionnait encore, on ne sait comment. Il sonna une fois. Étienne. François refusa l'appel. Il ne voulait pas de pitié. Dans l'obscurité, il chercha un tiroir et en sortit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photographies et une pièce de monnaie. Vieille, lourde, gravée d'une seule phrase « On ne laisse personne derrière ». C'était un cadeau de son ami le plus proche, Rémi Dubois, après qu'ils se soient mutuellement sortis d'une position gelée en 1951. Rémi lui avait sauvé la vie, et François avait sauvé la sienne. Cette pièce l'avait accompagné depuis, rangée, un rappel de la promesse qu'il s'était faite. Mais que signifiait cette promesse maintenant? Il regarda la photo sous la pièce, sa section, tous jeunes, tous souriants, tous partis depuis longtemps. Il était le dernier, le seul qui restait pour se souvenir. François posa la pièce sur la table et la fixa. Il essaya d'avaler la boule qui lui montait à la gorge. Mais elle restait là. Il avait toujours cru que la force ne résidait pas dans les poings. Elle résidait dans l'endurance, la dignité, garder la tête haute même quand tout en vous voulait s'effondrer. Mais ce soir, même cela semblait lointain. Ses mains tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais de colère, de tristesse, du poids écrasant de l'invisibilité. Il n'arrêtait pas d'entendre les mots « Tu vas faire quoi, papy ?» Et pour la première fois depuis très, très longtemps, il n'avait pas de réponse. Il repoussa le café. Son appétit avait disparu, sa fierté était meurtrie. Et pendant un instant, un fugace instant, François Valois se demanda si le monde avait vraiment laissé derrière lui des hommes comme lui. Si une partie de cette histoire vous rappelle quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que le monde a oublié, prenez un instant, mettez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires. Parfois, se souvenir à voix haute est la manière la plus puissante d'honorer ceux qui mènent encore des batailles invisibles. Le lendemain matin, la lumière du soleil se glissa à travers les stores, tombant directement sur la pièce toujours posée sur la table de la cuisine. François ne l'avait pas bougé. Il n'avait pas dormi non plus, juste assis là toute la nuit, alors que la douleur couvait doucement sous la surface. Mais à mesure que la lumière devenait plus forte, quelque chose changea. Il attrapa de nouveau la pièce, la faisant tourner dans sa paume. Le poids semblait différent maintenant, pas seulement du métal, mais de la mémoire et du sens. Les mots gravés dessus, on ne laisse personne derrière, résonnaient dans son esprit plus fort que jamais. Il se souvint de Rémi, le traînant dans la boue, avec un éclat d'obus dans la jambe. Il se souvint du vent glacial, des tirs, du silence qui suivit. Et par-dessus tout, il se souvint du regard dans les yeux de Rémi lorsqu'ils firent ce pacte. On se serre les coudes, toujours. François se leva lentement, les articulations raides mais déterminées. Il alla à la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau et se regarda dans le miroir. L'homme qui le fixait n'était pas brisé. Il était fatigué, oui, mais sous les rides, le feu était toujours là. Il enfila son blouson d'aviateur, ajusta sa casquette. Et pour la première fois en 2 jours, il sourit. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il se souvenait de qui il était. Pas une relique, pas une victime, un soldat. Il prit son téléphone, toujours fissuré, et composa un unique contact, Rémi Dubois. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Eh bien ça alors ?» dit Rémi. « François Valois qui appelle avant midi, ça doit être sérieux. » La voix de François était calme, mais résolue. « Rémi,
J'ai besoin de ce service. Une pause, puis un petit rire. Tu viens enfin réclamer cette dette, hein? C'est exact. Un autre silence, mais celui-ci était empli de compréhension. Pas de questions, pas d'hésitation. Dis-moi où, mon frère. François donna le nom. Chez Marthe. La voix de Rémi se durcit. On sera là. En raccrochant, François glissa la pièce dans sa poche. Le monde avait beau changer. Mais l'honneur, non. Et certaines promesses, aussi vieilles soient-elles, n'expirent jamais. La place du village était calme lorsque François arriva chez Marthe le lendemain matin. La vieille camionnette gémit lorsqu'il coupa le contact, mais les mains de François étaient stables. Son cœur battait d'un calme étrange. Il sortit, ajusta son blouson et se dirigea vers le café. Sa casquette était bien vissée sur sa tête, et le soleil du matin attrapait les bords de l'insigne étoilé argenté sur le rebord. À l'intérieur, quelques habitués tournèrent à la tête. Certains chuchotèrent. La nouvelle s'était répandue rapidement. Tout le monde savait ce qui s'était passé 2 jours auparavant. Tout le monde s'attendait à ce que François reste à l'écart. Mais il était là, franchissant la porte comme si de rien n'était. Marthe leva les yeux de derrière le comptoir, le soulagement inondant son visage. « François, » dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois. « Bonjour, Marthe. » Pas de drame, pas de discours, juste un homme reprenant sa place. Il s'assit à sa table habituelle, celle près de la fenêtre, celle qu'il avait gagnée par des décennies de présence. La cloche au-dessus de la porte carillonna de nouveau, le bruit de bottes suivit. François n'eut pas besoin de regarder. Il savait. Les motards étaient de retour. La voix de Zach trancha le silence. « Tiens, regardez qui a rampé pour revenir. » François sirota son café, puis posa la tasse avec précision. « Je n'ai pas rampé, j'ai marché. » Tank éclata de rire, un rire fort et moqueur. « T'as des tripes, je te l'accorde. » François se tourna lentement, croisant le regard de chacun d'eux. « Non, ce que j'ai, c'est de la mémoire. » Zach s'avança. « T'as oublié comment s'est passée la dernière rencontre ?» François ne s'y a pas. « Non, je me souviens de tout, chaque visage, chaque mot. » Il se leva. « Et je me souviens à quoi ressemble le vrai courage. » Zach eut un sourire narquois. « Tu nous traites de lâches ?» François le regarda dans les yeux. « Je dis que le respect ne se prend pas. Il se mérite. » Une tension ondula dans la pièce, mais François ne recula pas. Il plongea la main dans son blouson et en sortit son téléphone. Toujours fissuré, toujours en état de marche. Zach rit. « Tu appelles tes petits-enfants pour qu'ils viennent te protéger ?» François lui adressa un demi-sourire. « Non. J'ai appelé quelqu'un qui a traversé l'enfer avec moi. » Et dehors, à peine perceptible, le grondement sourd des motos commença à emplir l'air. Au début, c'était lointain, comme un tonnerre roulant sur les collines. Puis, cela devint plus fort, plus proche, indubitable. Le rugissement profond et puissant des moteurs de moto résonna dans les rues tranquilles. Les gens à l'intérieur du café se figèrent. Le sourire narquois de Zach s'effaça. François ne bougea pas. À travers la vitre, une par une, les motos apparurent. Pas 5, pas 10, plus. Une douzaine de grosses cylindrées entrèrent sur le parking, formant un demi-cercle. Les pilotes étaient plus âgés. Cheveux gris, visage buriné, blouson épais portant des écussons, aigles d'acier. Des anciens combattants. Des hommes façonnés par la bataille, liés par le sang et les promesses tenues. Au centre chevauchait un homme de haute taille, avec une moustache blanche et des lunettes de soleil miroir. Rémi Dubois. Il descendit de sa moto comme s'il l'avait fait la veille, malgré la raideur de ses genoux. Zach recula d'un pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? François se leva calmement et se dirigea vers la porte. Rémi le rejoignit à mi-chemin. « Ça va, François ?» François hocha la tête. « J'avais juste besoin d'un peu de renfort. » Rémi regarda par-dessus son épaule les motards à l'intérieur. « C'est eux ?» François ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Rémi se tourna vers les aigles d'acier. « Mettons les choses au clair. » Les autres vétérans s'avancèrent, leur silence plus menaçant que n'importe quel mot. Zach et sa bande étaient piégés, en infériorité numérique, surclassés, à court de temps. Tank essaya de rire pour détendre l'atmosphère. On rigolait juste, pas de mal. L'un des vétérans plus âgés s'avança. « C'est ça que tu crois ?»
Une blague? Zach leva les mains. Hé, personne ne cherche les ennuis, François s'interposa. Sa voix était calme, mais définitive. Alors partez, maintenant, et réfléchissez-y à 2 fois avant de vous moquer de quelqu'un qui a marché plus loin en Rangers que vous n'avez roulé sur des roues. Zach regarda autour de lui, la prise de conscience s'installant. Ce n'était pas juste un vieil homme, c'était un héritage, une fraternité, une ligne à ne pas franchir. Avec un dernier regard, Zach marmonna « On y va !» et se détourna. Un par un, les autres suivirent. Alors que les portes du café se refermèrent derrière eux, un silence tomba sur la pièce. François regarda Rémi, qui lui posa une main sur l'épaule. « Tu l'as toujours ?» dit Rémi. François réussit à sourire. « Non, nous l'avons toujours. » Les aigles d'acier ne partirent pas tout de suite. Ils entrèrent chez Marthe derrière François et Rémi, leurs bottes martelant doucement le sol carrelé. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Marthe sortit de derrière le comptoir, s'essuyant les mains sur son tablier, la voix étranglée par l'émotion. « Le café est offert, messieurs. » François lui fit un petit signe de tête, puis reprit sa place près de la fenêtre. Seulement cette fois, la chaise en face de lui ne resta pas vide. Rémi s'assit, suivi de 2 autres vétérans, chacun hochant la tête en silence, reconnaissant quelque chose de sacré dans ce moment. Étienne arriva quelques minutes plus tard, se précipitant de sa voiture de patrouille, le visage crispé d'inquiétude. Ses yeux se fixèrent sur son grand-père, puis balayèrent la pièce, embrassant la mer de blousons de cuir et de cheveux argentés. « Grand-père » souffla-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» François leva les yeux, une douceur dans le regard. « J'ai juste rappelé à quelques jeunes que l'âge n'efface pas la force. » Étienne cligna des yeux, dépassé. « Ils t'ont fait du mal ?» ?»« Non, » dit François. « Ils ont essayé, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. » Le regard d'Étienne se déplaça vers Rémi et les autres. « Qui sont ces types ?» Le sourire de François s'élargit. « De vieux amis. Des frères. » Rémi se pencha en arrière, étirant ses jambes. « On a fait un pacte, il y a des années. Si l'un de nous avait besoin d'aide, on viendrait, sans poser de questions. » Étienne regarda de nouveau autour de lui, comprenant maintenant. « Et vous maintenez tout ça ?» Un autre vétéran sortit une pièce de sa poche, identique à celle de François, et la posa sur la table. Une par une, d'autres pièces suivirent. Lourdes, usées, gravées de leur vérité commune. On ne laisse personne derrière. La tension dans la pièce s'adoucit. Les habitués, qui avaient d'abord dévisagé, s'approchèrent lentement, offrant des poignées de main, des tapes dans le dos, des remerciements discrets. Même Marthe ne put retenir ses larmes en déposant des parts de tarte aux pommes devant chaque vétéran. « Ce café, dit-elle doucement, n'a jamais été aussi honoré. » François ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. La présence de ses frères, la façon dont Étienne le regardait avec admiration, c'était suffisant. Dehors, la ville bruissait de rumeurs sur ce qui s'était passé. Mais à l'intérieur, quelque chose de bien plus profond avait eu lieu. Une reconquête. Un règlement de compte. François leur avait montré à tous que le courage ne prend pas sa retraite, que la dignité n'a pas de date de péremption, et que parfois, les victoires les plus puissantes s'obtiennent sans décocher un seul coup. Tandis que les rires revenaient dans le café, François se pencha en arrière sur sa chaise, la lumière du soleil réchauffant son visage. Cette fois, la paix avait été de nouveau gagnée. Plus tard, cet après-midi-là, le café s'était calmé, mais l'atmosphère restait empreinte de respect. Les conversations devinrent réflexives. Les vétérans parlaient à voix basse, échangeant des histoires non pas de violence, mais de fraternité, des histoires qui n'avaient jamais figuré dans les livres d'histoire, mais qui s'étaient gravées dans leurs âmes. Étienne s'assit à côté de François, écoutant plus qu'il ne parlait. Pour la première fois, il ne voyait pas son grand-père à travers le prisme des histoires d'enfance ou des médailles encadrées. Il voyait l'homme, avec ses cicatrices, sa force et sa défiance tranquille. « Tu ne m'as jamais parlé du pacte ?» dit doucement Étienne. François hocha la tête. « Certaines promesses ne sont pas faites pour être partagées, juste pour être tenues. » Étienne regarda la pièce toujours posée sur la table. « Tu penses que... »
Les gens oublient trop facilement, François soupira, regardant par la fenêtre. Ils n'oublient pas, ils arrêtent juste d'écouter. Cette phrase resta suspendue dans l'air comme de l'encens, lente, solennelle et lourde de vérité. La leçon dépassait la querelle, dépassait François. Elle concernait l'héritage, elle concernait une génération que le temps avait réduite au silence et qui retrouvait maintenant sa voix, non par la colère, mais par la présence. François n'avait pas reconquis le respect par la vengeance. Il l'avait reconquis en rappelant à tous quelque chose de plus profond, que le caractère survit à la force, que l'intégrité ne vieillit pas, que le silence ne signifie pas la capitulation, et que certains hommes ne cessent jamais de se tenir debout, aussi lents que deviennent leurs pas. Dans les semaines qui suivirent, tout changea chez Marthe. Un nouveau respect s'installa dans les fibres de la ville, discret mais inébranlable. Les gens qui croisaient autrefois François avec des hochements de tête polis s'arrêtaient maintenant pour lui serrer la main. Les adolescents posaient des questions, des inconnus offrait des sièges. François ne s'en délectait pas. Il l'acceptait simplement, de la même manière qu'il avait affronté chaque tempête, avec humilité. Étienne commença à venir plus souvent, non par obligation, mais par admiration. Un soir, il amena sa fille nouveau-née et la déposa doucement dans les bras de François. « Elle a besoin de savoir qui tu es, » dit Étienne, « pas seulement les médailles. » L'homme, François serra le bébé contre lui, ses mains burinées stables. « Alors dis-lui ceci, » dit-il tranquillement, « que nous vivons dans un monde bâti par le sacrifice, et c'est notre devoir de ne jamais oublier sur les épaules de qui nous nous tenons. » Le moment passa sans fanfare, mais quelque chose d'inexprimé s'installa entre eux. Un flambeau avait été transmis, non pas celui de la guerre, mais celui de la sagesse, de l'honneur, du devoir sans bruit. Rémi et les aigles d'acier revinrent une fois par mois, non pour confronter, mais pour se rassembler, pour se souvenir, pour rire, pour maintenir la promesse vivante. Et chaque fois qu'ils le faisaient, la ville se souvenait aussi que parfois les plus discrets parmi nous portent les histoires les plus retentissantes, et certains héros ne cessent jamais d'être des héros. Combien de François Valois vivent parmi nous, invisibles, inaudibles, mais porteurs d'histoires entières dans leur silence. Dans un monde qui va trop vite pour se souvenir, il est peut-être temps de ralentir et d'écouter. Demandez-vous, connaissez-vous vraiment les histoires de votre grand-père, de votre voisin, de l'homme qui marche seul dans la rue chaque matin? Peut-être n'ont-ils jamais cherché les applaudissements? Peut-être voulaient-ils juste que quelqu'un les regarde dans les yeux et dise « Je vous vois, je vous respecte ». Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas s'arrêter ici. Laissez un commentaire ci-dessous. Parlez-nous d'un ancien combattant, d'un grand-parent ou d'un mentor qui a changé votre vie. Mettez un pouce bleu si vous croyez que le respect ne devrait jamais avoir de date d'expiration. Et abonnez-vous pour d'autres histoires réelles et puissantes qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Parce que parfois, il suffit d'une conversation, d'un souvenir ou d'un simple acte de courage pour ramener un héros oublié à la lumière.